sont en fait les raisons pour lesquelles ces clandestins arrivent. La situation ne cesse de se dégrader à Mayotte, année après année, elle devient de plus en plus inquiétante, au point que j'ai fini par me poser la question de savoir si les gouvernements successifs n'essayaient pas de se débarrasser de Mayotte en laissant s'aggraver ces problèmes jusqu'à ce qu'ils deviennent irrémédiables, définitifs, et qu'ils soient obligés, contraints en quelque sorte, de faire semblant d'arriver devant les Mahorais en disant bah, écoutez, on ne peut plus rien faire, donc maintenant il n'y a pas d'autre possibilité que, contrairement à votre avis, de restituer Mayotte aux Comores. Donc je m'attache beaucoup à la situation de Mayotte parce que je le dis souvent, Mayotte c'est notre futur. En fait c'est un reflet de notre futur. Si nous ne faisons rien, et si nous continuons avec les lois qui sont celles que nous connaissons, alors c'est l'intégralité de la métropole qui peut-être demain subira ce que subit Mayotte. Et donc oui, je veux mettre le focus sur Mayotte parce que je veux que tous les Français prennent conscience du niveau de danger qui est celui d'un territoire qui est totalement livré à l'immigration clandestine avec son corollaire, parce qu'on parle de l'immigration, mais il n'y a pas que l'immigration, il y a le corollaire de cette immigration clandestine. Les problèmes d'insécurité majeurs, les écoles qui aujourd'hui ressemblent à des prisons. Quand je suis allé à Mayotte, je suis passé devant une école, je dit tiens, elle est pas mal la prison imminente, c'est une école. Ah bon, comme ça avec les barbelés, oui, avec les barbelés, tout ça c'est une école. Les femmes m'expliquant qu'à partir de 18h elles ne sortent plus, donc c'est quasiment un couvre-feu qui leur est imposé. Le problème du développement économique qui est complètement entravé en fait par ces dizaines de milliers de personnes qui arrivent, qui s'installent. Il n'y a pas de terrain de libre pour développer de l'agriculture, pour développer des nouvelles secteurs économiques. Enfin, tout cela, qu'on puisse laisser nos compatriotes mahorais dans cette situation me paraît insensé. Insensé, indigne, et je ne vous parle pas des problématiques écologiques qui me tiennent à cœur également, et sur lesquelles le gouvernement n'intervient en aucune manière. À Mayotte, où la situation est sur ce sujet aussi terrifiante, alors même que c'est une île sublime, mais encore une fois livrée à un véritable désastre écologique. Vous pensez que c'est votre discours sur l'immigration qui explique vos relatifs succès à La Réunion, à Mayotte et en Guyane? Je pense que c'est l'ensemble du projet qui est le mien. Je pense que c'est d'abord, je vais vous dire, la considération que je porte à l'outre-mer. Voilà. Le respect et la considération que je porte à l'outre-mer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans les dernières années, les présidents de la République successifs, depuis Jacques Chirac, n'ont pas fait l'objet d'une grande reconnaissance, ni d'un grand respect, ni d'une grande considération pour l'outre-mer. Et ça n'est pas Emmanuel Macron qui a inversé la tendance, bien au contraire, il a aggravé cette tendance. La manière paternaliste dont il a parlé aux élus d'outre-mer lors du grand débat était juste honteuse. Côté bon les enfants, allez, c'est bon là maintenant, allez vous rentrez chez vous, retournez dans votre chambre et on en reparlera demain. Bon, c'était honteux. Le discours qu'il est allé tenir quand il est allé aux Antilles en disant il y a des offres d'emploi qui existent, même si ce n'est pas exactement ce que l'on veut, peut-être au début, accepter pendant quelques mois pour mettre le pied à l'étrier, c'est important parce que sinon on est dans une société qui demande toujours la solution à l'autre. C'est incroyable quand on voit les niveaux de chômage auxquels sont confrontés nos compatriotes outre-mer, d'aller tenir un discours tel que celui-là, qui est un discours qui consiste à dire en fait vous ne trouvez pas du boulot parce que vous êtes des feignants. C'est ça qu'il vient dire. Et c'est une véritable honte, et notamment une véritable honte pour cette jeunesse d'outre-mer qui fait des études et qui évidemment espère pouvoir trouver un emploi dans les débouchés pour lesquels ils ont fait leurs études. Donc venir expliquer à des jeunes, ben voilà, tu as fait des études pour être infirmière, et donc je te remercie de bien vouloir accepter de vendre des fruits et légumes sur un marché. Quand on est président de la République, tenir ce discours-là en échappant lui-même à ses propres responsabilités, parce que ça c'est la responsabilité du président de la République, c'est honteux. Voilà. Donc j'ai un immense respect pour eux, j'ai un immense amour pour eux, parce que le politique aussi c'est ça, de temps en temps, vous voyez, c'est juste de l'amour. Et puis j'ai aussi un programme qui tient la route. Voilà. J'ai un programme qui permet de se projeter dans l'avenir de l'outre-mer. Et qui ne conçoit pas l'outre-mer exclusivement, comme c'est le cas depuis de trop nombreuses années, comme effectivement une charge, comme une espèce de danseuse de la République. Et ça, je pense que nos compatriotes l'ont entendu. Ils l'ont entendu, ils l'ont compris.
Mais c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, je suis aussi la seule qui expose que l'immigration n'est pas une fatalité et qu'il n'y a absolument aucune raison pour que nos compatriotes subissent cette immigration avec toutes les conséquences que cette immigration a sur leur vie économique, mais aussi sur leur mode de vie, sur leur sécurité. Et je n'entends pas me soumettre, encore une fois, à ce qui n'est pas dans mon esprit une fatalité, mais qui est en fait la conséquence de choix politiques. Nous avons d'ailleurs demandé à ce que Jordan Bardella et la délégation qui l'accompagne puissent aller se rendre compte par elles-mêmes de la situation en Guyane de l'immigration, et notamment sur le fleuve Maroni. On nous l'a refusé pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a des choses à cacher? On ne veut pas qu'on sache. Les candidats aux européennes, je trouve, ont leur place pour aller vérifier de visu comment ça se déroule avec les brigades fluviales. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse positive. J'espère que ça changera d'ici leur départ, parce que je trouve tout à fait légitime que le premier parti d'opposition qui envoie sa tête de liste aux européennes pour se rendre compte de la situation sur place, puisse évidemment se rendre compte de la situation sur place. Voilà. Les Outre-mer sont connus quand même pour ne pas être très intéressés par l'Europe et les élections européennes. Qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils aillent voter? Oui, enfin, la réalité, c'est qu'ils sont comme tous les Français, au fur et à mesure du temps, ils se sont rendus compte quand même des conséquences directes que pouvait avoir l'Union européenne sur leur situation. Alors évidemment, ceux qui ne sont pas directement touchés par les décisions européennes sont évidemment moins intéressés que d'autres. Mais je peux vous dire que c'est en agriculture. Moi, quand je suis allé parler avec les agriculteurs martiniquais, guadeloupéens, eux, ils comprennent très bien quelles sont les conséquences de l'Union européenne sur leur situation. Et donc, ils ont été extrêmement intéressés par les propositions qui étaient les nôtres, et je les ai trouvés très intéressés par ce futur scrutin. En matière d'immigration également, il faut que chacun comprenne que, évidemment, il y a une conséquence sur l'immigration des choix qui sont faits ou imposés, souvent imposés d'ailleurs, par l'Union européenne à la France. Alors, c'est aussi la raison de ces déplacements, c'est pour pouvoir expliquer à tout le monde que voilà, c'est important en ce qui concerne évidemment la relation à l'Europe, mais c'est important aussi en ce qui concerne la politique menée par Emmanuel Macron. Parce qu'on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. C'est aussi ça que nous allons aller expliquer à nos compatriotes d'outre-mer. C'est que si Emmanuel Macron arrive en tête aux élections européennes, il est utile de vous dire qu'il va passer la 5e dans les projets qui sont les siens. Or, les projets qui sont les siens, ce sont des projets qui affaiblissent le peuple français dans son ensemble, qui précarisent, qui dérégulent, qui aggravent la concurrence déloyale, et qui aggrave notre incapacité à protéger nos territoires de l'immigration clandestine. Donc faire en sorte de voter pour la liste susceptible de battre la République en marche sur ces élections européennes, c'est aussi un enjeu, bien sûr. Côté mer Pacifique, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, quel intérêt avez-vous par rapport à un conflit qui est en cours entre plusieurs pays, la Chine, le Japon, américain, la base américaine, les Philippines? Vous le savez, on a lancé la campagne en Nouvelle-Calédonie territoriale, avec une tête de liste qui est un spécialiste de l'économie de l'île. C'est important parce que la situation économique est compliquée. Moi, ce que je souhaiterais rappeler ici, mais qui est une évidence, que nous avons été les seuls à rappeler pendant longtemps, c'est que tous les pays du monde défendent leurs intérêts nationaux. Et en fait, la France est la seule qui ne défend jamais ses intérêts nationaux. Et du coup, quand des pays défendent leurs intérêts nationaux, on fait mine de tomber de notre chaise. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Air France KLM d'ailleurs. Quoi? Les Pays-Bas défendent leurs intérêts nationaux? Bah oui, oui. Même au sein de l'Union européenne, en réalité, les pays défendent leurs intérêts nationaux, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas des Pays-Bas, et en dehors de l'Union européenne, évidemment, la Chine, évidemment, les États-Unis, évidemment, l'Australie, évidemment, sont des nations qui défendent leurs intérêts nationaux et défendent notamment économiquement leurs intérêts nationaux. Et il faut absolument à tout prix que la France
défendre aussi, et cette vision nationale, défendre aussi ses intérêts nationaux, parce que sinon, nous allons entrer dans des périodes de turbulence qui sont des périodes de turbulence qui peuvent être importantes. En Polynésie, Gaston Floss avait appelé à voter pour vous lors de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, pour les européennes, il appelle à voter pour la liste Les Républicains, en mettant en avant son gaullisme depuis toujours. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous avez une certaine déception vis-à-vis de lui? Non, non, pas particulièrement. Il appartient, je crois, encore à LR. Bon, par conséquent, c'est pas très choquant qu'il appelle à voter pour son mouvement. La présidentielle, c'est autre chose. La présidentielle, c'est une élection d'une personne. C'est une personne à qui l'on confie. Et entre Emmanuel Macron, vous savez, on dit au présidentiel, au premier tour on choisit, au deuxième tour on écarte. Et donc, voilà, je pense qu'il a fait le choix de Marine Le Pen parce qu'il pensait que pour la Polynésie, c'était un bien meilleur choix que celui d'Emmanuel Macron. Mais que l'on retrouve des logiques qui soient des logiques entre guillemets partisanes, des logiques de partis politiques dans une élection européenne ne me choque pas particulièrement ni ne m'étonne par ailleurs. Mais nous aurons un représentant de la Polynésie qui sera très bien placé sur la liste et qui donc fera évidemment campagne, voilà, je ne veux pas dire contre les autres partis, mais chacun présentera son projet et défendra ses positions. Quel sera ce candidat polynésien ou quand est-ce que la liste sera dévoilée en totalité? La liste sera dévoilée en totalité probablement fin mars, hein, ou mi-avril, et donc vous en saurez plus à ce moment-là, mais j'ai fait le choix clairement que l'outre-mer soit extrêmement bien représenté sur cette liste. Extrêmement bien représenté parce que c'est aussi un signal que je lance à l'outre-mer de l'intérêt que l'on porte à cette France du bout du monde, et pas seulement l'intérêt dans les mots, mais l'intérêt dans les personnalités qui représenteront sur la liste l'outre-mer. Une question d'actualité, Madame Le Pen, s'il vous plaît. Marie Dosé, une avocate de Maître Leclerc, dit aujourd'hui dans Libération chez nous sur RTL ce matin qu'il pense qu'il est préférable de faire revenir les enfants qui sont aujourd'hui en Syrie parce que sinon on a fait des bombes à retardement là-bas et qu'ils reviendront un jour ou l'autre. Ils sont 70 aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sensible à ces arguments en disant voilà, il est préférable qu'ils reviennent ici pour faire en sorte qu'ils ne soient pas embrigadés? Je pense qu'il est tout à fait irresponsable d'envisager ce genre de choses de manière globale. Voilà. Je pense que s'il y a bien un secteur dans lequel il faut faire du cas par cas, c'est bien celui des enfants de djihadistes. Il est évident que si nous sommes là face à des enfants de quelques mois ou très jeunes, il y a assez peu de difficultés à envisager leur retour. En revanche, si nous sommes confrontés à des adolescents qui ont vécu une grande partie de leur vie et grâce à cette violence djihadiste, la situation est très différente. De la même manière, l'analyse au cas par cas doit être faite des conditions de leur accueil, y compris pour les enfants très jeunes. S'il s'agit de les ramener, de les rendre à la famille du papa ou de la maman qui eux-mêmes sont partis faire le djihad et dont la famille considère que c'est une bonne chose que leurs enfants soient partis faire le djihad, il ne faut évidemment pas leur rendre les enfants pour qu'ils nous fabriquent des djihadistes de demain, quoi, hein, de la future génération. Donc je pense qu'il faut rester vraiment sur du cas par cas, ni globalité d'un côté, ni globalité de l'autre dans le domaine de cette situation des enfants. En revanche, concernant leurs parents, hommes ou femmes, hein, là pour le coup, aucune différence entre les deux, ils ont choisi de partir là-bas, qu'ils y restent. Jeudi, vous avez un débat avec Madame Loiseau. Comment vous vous préparez à ce débat? Est-ce que c'est aussi important qu'un débat pour la présidentielle, par exemple? Non, bien sûr que non. Je crois que la situation n'est absolument pas comparable entre une émission, qui est une émission assez classique, que j'ai déjà dû faire, je crois, 5 ou 6 fois au moins, et un débat à la présidentielle. Je vais débattre avec Madame Loiseau, qui est quelqu'un de très outrancier, hein, et de très excessif dans ses déclarations. Et donc qui s'agite beaucoup, peut-être pour être tête de liste elle-même d'ailleurs. Je crois que ses espérances, hélas, ont été douchées récemment.
Et il semblerait qu'elle ne sera pas à la tête de liste, donc peut-être qu'elle va descendre d'un ton, du coup, à l'égard de l'opposition, qu'elle ne cesse d'insulter. C'est une spécialiste, alors elle accuse les gens de fake news sur la base de propos qu'on n'a jamais tenus, en fait. Donc c'est une technique comme une autre, hein, mais c'est quand même assez drôle. J'ai vu d'ailleurs qu'elle avait commis un impair assez lourd, hein, compte tenu des responsabilités qui sont les siennes dans le cadre du gouvernement, puisqu'elle a fait une déclaration en indiquant que, en gros, ceux qui étaient contre un SMIC au niveau européen étaient tous des épouvantables conservateurs, etc. Enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Elle est jamais dans la modération, Madame Loiseau. Hein. Et il se trouve que Akaka, hein, le successeur de Madame Merkel, vient de pondre une tribune en réponse à celle de M. Macron pour indiquer qu'il n'était pas question pour l'Allemagne qu'il y ait un salaire minimum européen. Bon, vous voyez, donc elle va même réussir peut-être à nous créer une crise diplomatique, Madame Loiseau, avec les outrances qu'elle démultiplie depuis un certain nombre de jours. On a appelé ce matin, c'était sur Radio Classique, au président de la République au sujet du financement de la campagne pour un certain nombre de partis d'opposition, dont le vôtre. Quelle est votre situation aujourd'hui là-dessus et que demandez-vous précisément au chef de l'État? Et Jordan a bien fait d'en appeler au président de la République, et puis il faut appeler le président de la République à respecter ses promesses, mais surtout à respecter la loi. Parce que ça ne vous a pas échappé, on a voté la mise en œuvre d'une banque de la démocratie. Je crois que c'est en décembre 2017. Or, cette banque de la démocratie, alors que la loi a été votée, a été purement et simplement mise à la poubelle. Et on ne sait absolument pas pourquoi. On se retrouve donc dans une situation où, dans la même loi, il y a une restriction considérable des moyens de financement des partis politiques et des campagnes, et la contrepartie, c'était la mise en œuvre de cette banque de la démocratie. Alors bien sûr, à partir du moment où cette banque de la démocratie disparaît, la situation financière des mouvements politiques est aujourd'hui incroyablement compliquée en termes de financement des campagnes. Donc nous continuons à chercher. Moi, j'en appelle au président de la République en disant, puisque soit vous remettez en place cette banque de la démocratie qui a été votée, soit vous allez au bout de cette logique, soit vous considérez, pour des raisons d'ailleurs qui ne nous ont pas été exposées, que cette banque de la démocratie ne doit pas exister, mais dans ces conditions, vous vous débrouillez pour que peut-être la Caisse des dépôts et consignations puisse prêter lors des campagnes aux différents mouvements. Parce que quand tous les partis d'opposition se trouvent confrontés à des difficultés de financement, on finit par se dire qu'il y a quand même un énorme souci de démocratie. Or, Jordan a eu raison de le rappeler, il est le garant du fonctionnement démocratique de notre pays, il est le garant de l'article 4 de la Constitution qui donne des obligations en quelque sorte aux mouvements politiques, encore faut-il que ces mouvements politiques puissent exercer les responsabilités que leur donne la Constitution. France Info et Le Monde sortent demain, c'est le baromètre annuel d'image du Rassemblement national. J'ai un certain nombre de questions à vous poser là-dessus, enfin 3-4 questions maximum. Est-ce que se voit juste après ou est-ce que vous voulez non, on va peut-être se voir après, je pense pas que ça intéresse vraiment. Exactement. Je ne sais pas si c'est fait pour les autres mouvements politiques d'ailleurs, ça. C'est que nous, ça nous est exclusivement réservé? D'accord. C'est pas fait pour le PS, ni pour LR, ni... Non. C'est pas moi qui... Non, mais d'accord, mais c'est un choix éditorial, mais qui, honnêtement, il ne m'étonne pas des masses non plus, hein, mais je suis étonné que nous soyons le seul mouvement politique qui fait l'objet comme ça d'un décryptage annuel. Bon. Tant pis, on n'en saura pas plus sur les autres. Bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs, que vous êtes déplacés pour cette conférence de presse sur l'outre-mer. Je crois que le document va vous être distribué. A été distribué. Bon, bah parfait. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci. Oui, alors c'est difficile de m'interroger sur des noms que je n'ai pas vus. Non, mais justement, c'est pour ça que je vais prendre quelques minutes avec ça. Mais Non, malheureusement, je peux partir. Il n'y a pas...
internationale au maire de la France en disant que la politique débordé. C'est bien, c'est un bon sommeil. C'est un bon sommeil. Faire bien bosser. Est-ce que vous entendez le conflit entre plusieurs pays Et sinon en présence, ça sera compliqué. Oui, Je te dirai l'heure une année. Non, mais je ne suis pas très confiant. Mais enfin, il faut suivre ses instincts. Tu as une idée, tu la fais, c'est tout. Dans le cadre de ces élections européennes, on va dire que le Congrès a aussi sa place. Là, sa place par exemple en matière agricole, on est allé au salon de l'agriculture il y a quelques jours et Bon, allez, je prie les gaules. on se prépare aussi de ce besoin pour l'État, de faire passer aussi l'économie, d'avantager d'abord leur production avant d'importer. Et donc nous, on va défendre cela dans le cadre de l'élection, défendre aussi